On entend souvent qu'il faut se méfier des contes de fées. Un jour, mon prince viendra. Ces dessins animés nous ont fait croire au mythe du prince charmant qui viendrait un jour nous apporter le bonheur. Je trouve ça important de réfléchir à comment cet imaginaire a ancré des clichés et conditionné nos attentes. Mais si je suis honnête, je dois reconnaître que j'aime toujours autant les comédies romantiques. Eva Illouz est directrice d'études à l'EHESS. Pour elle, le sentiment amoureux est un objet d'étude sociologique intéressant en tant que prisme pour comprendre les tensions et les contradictions qui structurent nos identités modernes. L'amour, ce sentiment irrationnel de fusion émotionnelle, peut-il survivre dans une époque qui valorise la liberté et la rationalité ? La libération sexuelle si chèrement acquise compromet-elle la possibilité de tisser des liens solides ? Croyons-nous encore à l'amour ? Le grand amour. Eva Illouz analyse dans ses ouvrages la transformation de la vie affective dans la modernité occidentale. Pour ce faire, elle s'appuie sur une grande variété de sources. Elle mène des entretiens avec des hommes et des femmes, elle puise dans la culture populaire, dans les séries comme Sex and the City ou le best-seller 50 nuances de Grey. Et elle analyse aussi les œuvres de Jane Austen, Flaubert ou Stefan Zweig, issues de la littérature romantique. En quoi elle consiste, l'idéal romantique ? Il s'agit d'un idéal hétérosexuel, entre un homme et une femme, dont tout l'intérêt est précisément de poser qu'il y a un domaine des sentiments qu'on doit cultiver, qu'on doit explorer, dont on doit faire l'expérience en dehors d'un cadre institutionnel, du mariage. Donc, si vous voulez, il y a des éléments, quelques éléments anti-institutionnels, anti-mariage, dans l'idée romantique, Roméo et Juliette. Ceci dit, avec une transformation qui est que ce qu'on appelle l'idéal de la famille bourgeoise va progressivement intégrer cette idée de l'amour romantique qui jusque-là était extrinsèque véritablement au mariage. Et donc on a une sorte de domestication de l'idée de l'amour qui devient institutionnalisée. L'idéal romantique de l'amour a donc été progressivement intégré dans le cadre de la famille bourgeoise avec la généralisation du mariage d'amour au cours du XIXe siècle. Alors, si je devais définir maintenant qu'est-ce que c'est la forme idéale typique de l'amour, je dirais qu'elle est souvent copiée de l'amour qu'on a pour Dieu. D'ailleurs, c'est pas tellement étonnant puisque l'idéal séculaire de l'amour se formule dans une culture qui est profondément chrétienne. D'abord, le caractère absolu de l'amour, ce qu'on appelle l'amour romantique. Ce caractère absolu rappelle effectivement l'amour du croyant pour son Dieu. L'amour exclusif. Il s'agit d'un amour exclusif. Là encore, on se souvient que Dieu est jaloux. Il n'admet pas d'autres divinités. C'est un sentiment qui est total aussi, qui envahit tout l'être. Et c'est pour ça qu'on va privilégier aussi le coup de foudre. C'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Et je dirais que la dernière chose qui caractérise cet amour, c'est qu'on est prêt à souffrir jusqu'à la mort. C'est ce qui va faire dire à des gens comme Denis de Rougemont qu'il y a une affinité secrète entre la mort et l'amour. L'idéal romantique d'un amour spontané et inconditionnel perdure, mais il est traversé par ce qu'Eva Illouz appelle la grande transformation de l'amour. La grande transformation, c'est quelque chose qui se produit, je dirais, après les années 60. D'accord. C'est seulement après les années 60 au XXe siècle que les relations sexuelles et amoureuses deviennent autotéliques. C'est-à-dire que ça devient un système qui ne dépend plus ni du groupe social, ni de la famille, ni de la moralité. Le deuxième élément qui donc est concomitant à cela, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la liberté sexuelle,
La liberté sexuelle, une autre façon de le dire, qu'on aimerait peut-être un peu moins, c'est de parler de dérégulation, finalement, de ces rapports amoureux. Ça veut dire que les garçons et les filles, les hommes et les femmes, vont se rencontrer comme sur un marché. Et alors, pour parler de façon crue, je dirais qu'il y a une offre et il y a une demande. Et donc, c'est l'apparition de ce que j'ai développé dans un petit livre qui s'appelle Le capital sexuel. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de capital sexuel à proposer sur ce marché et d'autres qui vont en avoir beaucoup moins. C'est à ça que Houellebecq faisait référence dans Extension du domaine de la lutte quand il parlait de son malheureux héros qui avait été en fait un perdant sur le marché sexuel. Et c'est Houellebecq, à mon avis, qui avait le premier très bien vu ce qu'il appelait ce néolibéralisme de la sexualité. Tout comme le libéralisme économique sans frein et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produisait des phénomènes de paupérisation absolue. Certains faisaient l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie, ou jamais. Certains faisaient l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Et le troisième élément qui est très important dans cette grande transformation, c'est que qu'est-ce que ça veut dire la liberté sexuelle ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'échantillons. Et je dirais le quatrième changement, c'est l'émergence de ce qu'on pourrait appeler de nouvelles formes biographiques qui incluent une carrière sexuelle ou une carrière romantique. Donc il s'agit maintenant, quelqu'un, je dirais de 30 ans, 35 ans, a derrière lui, en général, une sorte de carrière sexuelle. How many sexual partners have you had? I'm counting. Parmi les diverses facettes de cette grande transformation de l'amour, il y a le plus grand nombre d'échantillons de partenaires potentiels, donc l'extension du choix. Pour Eva Illouz, la notion de choix est la marque de fabrique de notre époque. Le choix est effectivement pour moi une notion centrale pour comprendre comment se constitue l'individu, je dirais, au XXe siècle. Pensons déjà, par exemple, à la démocratie. Qu'est-ce que c'est une démocratie électorale ? C'est le fait qu'on donne aux citoyens la possibilité de choisir un candidat. Dans le domaine économique, à partir des années 20, une des grandes justifications du capitalisme qui commence à produire de plus en plus de biens de consommation, c'est l'idée du choix. Si vous regardez le mouvement féministe, il est très intéressant pour moi que, par exemple aux États-Unis, dans les années 60 et 70, le mouvement féministe se définit comme un mouvement qui est pro-choice, c'est-à-dire pour le choix. Donc je dirais que le choix est une façon très particulière de comprendre cette notion philosophique qui est plus large, qui est celle de la liberté. Mais ce que j'essaye précisément de montrer dans mon travail, c'est que en comprenant ou en instituant beaucoup de choix dans des tas de domaines, on ne rend pas du tout forcément les agents plus libres. La notion de choix est donc fondamentale puisqu'on l'assimile à celle de liberté. Et en amour, on a de plus en plus tendance à envisager nos relations en termes de bons ou de mauvais choix. Maybe I've dated men who were wrong for me, but who hasn't? But the thing they have in common is you. What's your point? Maybe you're picking the wrong men. Non seulement on est objectivement face à un plus large choix de partenaires possibles, mais notre manière subjective de faire un choix parmi eux a changé. Il y a une expérience qui avait été faite par 2 psychologues à l'université de Chicago, psychologues cognitifs, que je trouve très intéressante à ce titre-là. Ils mettent en scène 2 façons d'acheter. La première, c'est ce qu'ils appellent le mode enchère. C'est-à-dire qu'on vous présente un vase et on va vous demander combien est-ce que vous êtes prêt à acheter ce vase. Donc, sur le mode enchère, la pièce est unique. Elle n'est pas comparée à d'autres. Ensuite, il y a le mode, je ne sais plus exactement comment il l'appelle, mais je vais l'appeler étagère. Ouais. Le mode étagère, ça veut dire que ce vase est à côté de beaucoup de vases. Et il se trouve que dans le mode étagère, on veut toujours payer moins. On est prêt à payer plus
dans le mode enchère alors qu'il s'agit du même vase. Sur la question du choix amoureux, il n'y a pas de raison de présupposer que c'est extrêmement différent. Cette multiplication de choix entraîne une sorte de dévalorisation des autres. Et non seulement une dévalorisation, c'est-à-dire les gens ont moins de valeur, mais de façon aussi façon égale, c'est qu'on n'arrive pas à attribuer une valeur. On n'arrive pas à attribuer une valeur à l'autre, ce qui nous laisse souvent dans un état de doute et potentiellement de paralysie. On va avoir plus de mal à se lancer dans une relation. Alors, on va parler des sites de rencontres. Ça paraît assez évident que les applis accentue tout ce que vous venez de décrire. Le côté marchandisation, le côté augmentation du choix, la rationalisation aussi qu'on met en œuvre pour faire ses choix. Donc, est-ce que c'est simplement une radicalisation de tout ce que vous venez de décrire ou est-ce qu'on passe à autre chose? Ah, c'est une très belle question. J'ai pensé que il s'agissait d'une radicalisation. Je pense aujourd'hui qu'il s'agit d'une transformation. Alors, ce que ça radicalise, c'est par exemple la quantité de choix. Ça prend vraiment la forme étagère, marché. Oui. Donc je dirais que avant les sites de rencontres, on était dans la forme enchère, et là on est dans la forme étagère, où plusieurs personnes sont mises à plat et sont en concurrence finalement les unes avec les autres, et où nous sommes nous-mêmes en concurrence avec d'autres. Mais ça, je crois que ça transforme en fait la façon même dont on va choisir, c'est-à-dire se poser sur quelqu'un. Ça va rendre beaucoup plus difficile le choix. Alors, il y a deux difficultés, je dirais, dans le fait de faire un choix. La première, c'est que, encore une fois, il y a des expériences qui montrent qu'on a tendance à maximiser le choix quand on a beaucoup de choix. Eva Illouz fait ici référence aux travaux de l'économiste Herbert Simon, qui a montré comment un nombre plus important d'options conduit au glissement d'une stratégie privilégiant la satisfaction à une stratégie de la maximisation. C'est-à-dire qu'on se contente moins de l'option suffisamment bonne et on cherche la meilleure option possible. Ce qui veut dire aussi qu'on peut constamment être en train de se demander si on a vraiment fait le bon choix, si on ne pourrait pas trouver mieux. La deuxième chose, c'est que ça nous rend plus confus. Là encore, c'est ce que les psychologues cognitifs appellent information overload, c'est quand il y a trop d'informations. Quand on a trop de choix, on a trop d'informations. Quand on a trop d'informations, on n'arrive plus très bien à savoir. En plus, sur Internet, on peut aller chercher des informations en plus sur la personne. C'est ça. Ouais, c'est ça. Troisième chose, enfin j'avais dit 2, mais là en fait il y en a 3, mais c'est lié à la deuxième, c'est qu'en fait, il y a vraiment 2 modes différents de choisir. Le mode face à face, c'est un mode, je dirais, qui est intuitif. C'est un mode de connaissance où on n'a pas besoin de beaucoup de choses, justement, pour faire un choix ou pour décider de notre attitude vis-à-vis de quelqu'un. Typiquement, quand on rencontre quelqu'un, même si on sait très peu de choses sur eux, au bout de à peu près 3 minutes, on a décidé, consciemment ou inconsciemment, si on les aimait bien ou pas. Et on fait ce choix, donc, sur la base de très peu d'informations. Le choix qu'on est sommé de faire sur Internet est très différent. C'est un choix qui est rationnel et qui est basé sur une masse d'informations, alors que le sentiment amoureux, c'est un sentiment qui se veut être ineffable et irrationnel. Si vous voulez, il y a donc 2 logiques incompatibles qui se télescopent l'une dans l'autre. On a l'illusion aussi qu'on sait ce qu'on veut, qu'on peut décrire la personne qu'on attend, mais en fait, très souvent, ce qui va nous bouleverser chez quelqu'un, c'est le coin d'un sourire, c'est une façon de se tenir, c'est le timbre d'une voix. Toutes ces choses-là sont pas du tout formalisables. Je trouve ça intéressant, ce déclin du rôle de l'intuition dans le désir amoureux. Traditionnellement, l'attirance pour quelqu'un mobilise souvent inconsciemment nos expériences et nos relations passées, et le fait qu'on dispose de peu d'informations facilite une certaine idéalisation de l'autre personne. À l'inverse, sur les applis, on a plus d'informations, donc on soupèse méthodiquement les mérites de la personne. Et cette rationalisation participe d'un mouvement plus profond de notre société qui a tendance à se méfier un peu du mythe du grand amour, à le déconstruire. Eva Illouz emprunte au sociologue Max Weber le concept de désenchantement pour parler de ce processus propre à la modernité. Le désenchantement, c'est le fait qu'on ne nous la fait plus.
C'est le fait qu'il devient très difficile de croire en quelque chose parce que la science, par exemple, mais pas seulement la science, je dirais aussi la politique féministe, nous met en garde contre la croyance irrationnelle dans ce qui est devenu un grand mythe. Pas seulement le féminisme, pas seulement la science, mais aussi la psychologie. Là, elle évoque rapidement plein de facteurs de désenchantement très différents. Ça vaut le coup de revenir dessus. D'abord, elle mentionne la science, et là on pense par exemple aux théories biologiques qui expliquent le sentiment amoureux par la présence dans le cerveau de sérotonine ou d'ocytocine. C'est sûr que ça tue un peu la magie. Quand elle parle de l'influence des féministes, il s'agit entre autres des analyses qui montrent comment l'idéalisation de l'amour romantique, véhiculée notamment par les contes de fées, a pu servir à cantonner les femmes à la sphère domestique et à masquer les inégalités de genre. Et enfin, Eva Illouz remarque que le développement de la culture psy nous pousse aussi à suranalyser nos vies affectives. We are polar opposites. But that, in the beginning, was fantastic because he calmed my noise and I woke him up. En fait, si vous voulez, ce sont des formations culturelles qui nous invitent constamment à ce que j'appelle la réflexivité. La réflexivité, c'est le fait de ne pas prendre au sérieux ses intuitions, ses pulsions, ou bien du moins de les soupçonner d'autre chose. Et c'est ce qui fait aussi qu'on va remettre en question les grands mythes fondateurs de notre société en se réclamant d'une nouvelle forme d'intelligence. Ensuite, et puis je vais finir avec ça, je dirais que et le féminisme et les mouvements queer ont remis de plus en plus en question l'idéal et le modèle exclusif de la relation. Cet appel à la fluidité relationnelle, c'est une remise en question aussi du grand mythe de l'amour romantique. Donc, pour résumer, on pourrait dire que cet idéal romantique, il nous travaille encore, on y aspire encore, mais il est miné ou mis en difficulté par toutes ces dimensions-là de la modernité. On pourrait dire qu'il y a cette tension permanente. Oui, je serais tout à fait d'accord avec cette formulation. Merci. J'avoue, j'étais contente qu'Eva Illouz approuve mon résumé, parce que je ne trouve pas ça si simple. D'un côté, l'amour romantique continue d'être une aspiration forte. De l'autre côté, plein de facteurs nous poussent à le désacraliser, et même à essayer de s'en émanciper. C'est vrai qu'on lit parfois, notamment dans des magazines féminins, des discours d'empowerment qui invitent à être plus autonome, à travailler sur son estime de soi, pour s'aimer soi-même. Pour Eva Illouz, ça n'a pas de sens. Si vous voulez, la psychologie parle toujours de ce déficit d'estime pour soi-même et nous enjoint même, pour moi, de façon un peu absurde, à nous aimer et à trouver en nous-mêmes les sources de notre estime. Pour une sociologue, c'est faire l'économie d'un processus sociologique fondamental qui est la reconnaissance. La reconnaissance ne peut par définition être donnée que par les autres. Ça n'a aucun sens de se reconnaître soi-même. Dans une société, je dirais, féodale ou pré-moderne, où les trajectoires sociales ont une fluidité très limitée et où les positions sociales sont assez fixées, la reconnaissance se fait dans son statut social. Elle se fait à l'intérieur. Or, qu'est-ce que c'est la modernité ? Il y a une très grande incertitude qui se met en place dans la modernité sur notre valeur. Parce que la valeur sociale n'est plus attachée à notre naissance. C'est à nous à la conquérir et à la faire et à la construire. Donc, la reconnaissance sociale, je dirais il va y avoir une sorte de déficit chronique chez beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle le manque de confiance en soi. C'est un problème sociologique et non psychologique. Ce manque de confiance en soi peut être pallié par une relation de couple qui va du coup assumer un nouveau rôle qui est celui de pourvoir au déficit de la reconnaissance qui existe ailleurs. Voilà donc un paradoxe saisissant.
La relation amoureuse est devenue une source indispensable de reconnaissance et d'estime de soi. Mais en même temps, nos sociétés modernes valorisent l'autonomie individuelle, la réflexivité rationnelle, l'abondance de choix, tout un tas de choses qui peuvent entrer en tension avec la possibilité de tomber amoureux, de s'abandonner à ce sentiment irrationnel. Et je dois dire que ça faisait longtemps que j'avais envie de rencontrer Eva Illouz, parce que sur ces sujets-là, je trouve ça difficile de me faire un avis. C'est délicat de critiquer trop de liberté ou trop de choix en amour. Ça me paraît évident que c'est un progrès d'avoir la liberté de quitter quelqu'un quand on n'est plus heureux, par exemple. Et en même temps, je vois bien la limite de l'extrême liberté façon Tinder, où je n'ai pas l'impression que les gens soient complètement épanouis non plus. On a vu que Houellebecq comparait les effets de la libéralisation de l'économie et de l'amour, mais je ne sais pas si c'est vraiment une comparaison pertinente. Je suis très à l'aise pour dire, on voit bien, trop de libéralisation de la circulation des flux de capitaux, et ça crée de l'instabilité financière, ça crée des bulles, ça crée des crises. Il faut réguler, je suis assez à l'aise avec ça. Autant dans le domaine amoureux, je me dis, je peux pas rentrer dans la vie privée des gens et leur dire, ah non là, il faut se protéger, il faut mettre des limites à la liberté. Non, je me dis, il faut vivre avec ce risque-là, de cette liberté-là, de souffrir parce que on va peut-être se faire quitter plus facilement. Et donc, je trouve ça compliqué de bien formuler cette problématique de trop de liberté. À choisir entre une société qui étouffe le désir et une société qui nous jette dans l'angoisse, je crois qu'il vaut mieux être dans l'angoisse que la liberté génère. Mais la liberté est beaucoup plus critiquée qu'on ne le pense. Je dirais que peut-être la critique la plus importante, la plus intéressante, c'est que les relations amoureuses et sexuelles rendent très vulnérables. Et là, je crois qu'il faudrait engager, si vous voulez, une sorte de discussion collective sur la question de savoir qu'est-ce qu'on doit à quelqu'un d'autre. Parce que les relations sexuelles et sentimentales, comme vous l'avez dit, semblent être soumises aujourd'hui à ce que j'appellerais un régime de liberté radicale, où on peut finalement faire tout ce qu'on veut. Le discours de la morale et de l'éthique semble caduc et désuet. Or, ça me semble être une grande erreur collective, de laisser ce domaine être devenu finalement assez chaotique sur le plan moral. Et vous pensez que c'est possible de réhabiliter donc une certaine valorisation de l'engagement sans que ça tombe dans quelque chose de... Ah non, il ne s'agit pas du tout de réhabiliter quoi que ce soit, parce qu'on est dans une situation tout à fait nouvelle. Donc il ne s'agit pas du tout de réhabiliter, au contraire, il s'agit d'inventer. Ouais. Il s'agit vraiment d'inventer et de discuter de nouveaux codes éthiques dans les relations sexuelles et sentimentales. Ça, c'est quelque chose de très précieux dans la démarche d'Eva Illouz. Elle arrive à tenir une ligne de crête difficile pour éviter aussi bien la complainte conservatrice contre la liberté sexuelle que l'approche libertarienne pour laquelle la liberté l'emporterait sur toutes les autres valeurs et qui ne se soucierait donc pas de la vulnérabilité dans laquelle nous plonge toute relation amoureuse. Pour elle, on peut tout à fait vouloir plus d'égalité, plus de liberté, sans pour autant négliger la question éthique de savoir quelles règles de conduite on se donne pour faire souffrir l'autre le moins possible. Est-ce qu'on peut ne pas du tout souffrir en amour ? Est-ce que c'est possible d'évacuer toute souffrance ? Non, je pense que c'est difficile parce qu'on est excessivement vulnérable. Il nous met véritablement en danger, ce sentiment. Mais, par contre, je dirais que je suis contre toute une culture de l'esthétisation de la souffrance. D'accord. Là, par contre, je n'y crois pas. Je pense qu'on a beaucoup esthétisé la souffrance amoureuse. Je crois à l'amour heureux. Et je crois que l'amour heureux est beaucoup plus intéressant et plus sociologiquement plus riche que l'amour malheureux. Et l'amour heureux, c'est précisément un amour qui tiendrait compte aussi de tout le progrès moral qu'on a fait, c'est-à-dire le progrès qui consiste à reconnaître une autre personne comme notre égale. L'expérience amoureuse est compliquée. Tomber amoureux implique une perte d'indépendance, ce qui n'est pas évident à une époque qui exalte l'autonomie et la liberté. Les explications scientifiques qui décrivent le coup de foudre comme un pic de sérotonine, les théories féministes qui déconstruisent les fictions romantiques patriarcales et les discours psychologiques qui analysent nos élans, toutes ces formations culturelles de la modernité nous ont fait progresser, mais elles concourent aussi à fragiliser nos idéaux amoureux. Il ne s'agit pourtant pas d'y renoncer, car malgré tout, nous n'avons jamais eu autant besoin d'amour.
Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!